J'appelle maintenant Éric Orsena et Lionel Collet qui vont faire l'honneur d'ouvrir cette soirée dédiée à la santé auditive par le truchement des ambiances urbaines. Merci à vous d'être avec nous. Étant donné l'âge que j'ai, c'est-à-dire bientôt 78, donc je suis en plein déclin auditif. Donc je suis directement concerné. Mais j'étais concerné avant, très très tôt. Car, comme beaucoup d'enfants, j'ai toujours demandé à mes enfants, à mes parents, comment ça marche. Comment ça marche. Et c'est là où a commencé cette maladie qui m'habite et qui a tendance à devenir de plus en plus grave avec l'âge, ça s'appelle la curiosité. Et comme vous savez, là, j'ai un petit coup d'académie, c'est l'origine. Curiosité, ça vient du latin cura, qui veut dire le soin, prendre soin. Et la curiosité est un bien un défaut, c'est la phrase les plus insupportables et mortifères que je connaisse. C'est l'indifférence. Et donc, comprendre comment ça marche. Comment ça marche et comment on essaye de lutter contre le déclin. Alors, il se trouve qu'à la suite de manigance, j'ai été élu à l'Académie française et que donc j'étais longtemps avec François Jacob qui m'a dit de bosser un peu pour mériter mon poste parce que je suis au fauteuil 17 à celui de Pasteur. Et donc là, la curiosité, c'était quand même formidable parce que le plus grand curieux, il dit comment ça marche? Comment marche la vie? Et donc, quand j'ai appris qu'était en train de se créer un institut de l'audition avec Christine Petit, j'étais passionné à la fois intellectuellement et puis très directement. Et en plus, il y avait un autre élément qui était le lien avec la musique, qui pour moi est de plus en plus fort. Et moi, c'est un moment absolument vertigineux. Pour moi, qui suis fou de musique, mais pas musicien, c'est l'été 1802. À Ingolstadt, Beethoven se rend compte qu'il n'entend pas un son de flûte dans la campagne. Donc, il sait qu'il est sourd. Il écrit son testament qui n'arrivera jamais à destination et dans lequel il dit « J'ai pensé à mettre fin à mes jours et je ne l'ai pas fait car j'avais en moi trop de musique. » Et ce vertige invraisemblable que j'ai découvert auprès de plein de musiciens, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'entendre pour composer. Et donc ce vertige-là, moi, ça me fascine. Donc je suis avec vous comme quand j'avais 6-7 ans, sauf que j'entends moins bien. Alors s'il vous plaît, parlez assez fort, il y a le décibel grave à mettre qui est à côté, et surtout articulez. Merci. Alors, très difficile de parler après Éric Orsena, vous le savez, mais je voudrais d'abord quand même remercier, comme tout le monde, Christian, car Christian Hugonnet est vraiment le père de la Semaine du Son, et c'est indiscutablement un grand succès. Bravo, véritablement, et merci de m'inviter. Je voudrais rebondir juste ce que vient de dire Éric Orsena, vous demandant d'articuler. Ayant donné bien souvent mes oreilles à la recherche sur l'audition, ayant été souvent l'un des premiers témoins des études, j'ai subi les conséquences de quelqu'un qui avait des traumatismes sonores, et donc j'ai été appareillé relativement précocement. Et lorsque j'étais appareillé, mon audioprothésiste me demande alors est-ce que vous entendez mieux? Et je lui dis je ne sais pas, mais je trouve que ma femme articule mieux depuis que j'ai un appareil auditif. Donc voilà, donc ça c'est pour faire le lien avec votre histoire. Parlons quand même pardonnez-moi, mais de la haute autorité de santé et des liens avec le milieu et avec la Semaine du Son. Si aujourd'hui on regarde le système de santé de notre pays, aujourd'hui, quels sont nos enjeux? Le premier enjeu, c'est de faire face à l'évolution démographique. Tout le monde le sait, on vit plus vieux, donc il y a plus de polypathologies, il y a plus de maladies chroniques. Il y a une évolution épidémiologique, c'est-à-dire de personnes qui ont été exposées à des situations beaucoup plus que précédemment. On peut parler évidemment des classiques, alcool, tabac, mais il faut aussi évoquer la sédentarité, par exemple. Et puis aussi, il y a l'environnement. Et quand on parle de l'environnement, je ne parlerai pas de l'environnement sous l'angle écologique, mais il y a aussi la dimension effectivement sonore sur laquelle je vais reparler. Et puis l'autre enjeu, c'est aujourd'hui
que le système de santé est en tension. C'est-à-dire que nous manquons de professionnels de santé, ou plus exactement, nous manquons de temps de professionnels de santé, qui doit nous amener à repenser l'organisation globale du système. Alors venons-en à l'audition. L'audition, lorsque je commençais dans le domaine de l'ORL, que je découvrais le réflexe stapédien, on m'expliquait que ce réflexe avait un but, ce réflexe d'oreille moyenne, c'était de protéger l'oreille interne des sons intenses, voire des sons très intenses. Je vous parle d'une époque que les moins de 20 ans n'ont pas connue, mais c'est comme ça qu'on présentait effectivement le stapédien. Et il se trouve que j'ai été formé par des professeurs de physiologie qui débutaient chaque fonction physiologique dans leur cours par la phylogénèse. Comment les espèces ont évolué sur ce plan physiologique. Et si on regarde le réflexe stapédien, on le trouve déjà chez le chat, on le trouve, je dirais, chez des animaux qui sont là depuis l'Antiquité. C'est-à-dire qu'en réfléchissant un peu, on se dit, mais on le trouve déjà chez des animaux qui vivaient dans un environnement qui n'était pas un environnement avec les bruits aussi intenses que ceux dont on sait qu'ils déclenchent régulièrement le réflexe stapédien. Alors effectivement, on me répond toujours, oui, mais il peut y avoir le tonnerre. Il peut y avoir le bruit d'une cascade si on est à côté, mais tout le monde ne vit pas à côté d'une cascade et tout le monde n'est pas soumis au tonnerre. Alors il y en a qui me disent, mais oui, mais vous comprenez, le créateur a prévu effectivement le stapédien pour le jour où il y aurait les sons intenses. J'avoue qu'à titre personnel, j'ai du mal à adhérer à cette hypothèse, mais je pense donc qu'il faut plutôt se demander est-ce qu'il n'aurait pas une autre fonction. Mais cela me conduit à aborder la véritable question qui est l'évolution de l'environnement sonore. Jusqu'à l'ère industrielle, l'homme était soumis à des sons totalement naturels, des sons, comme on dirait, de la nature, les gazouillis, vous évoquiez Beethoven et d'autres. Arrive l'ère industrielle et arrivent des bruits beaucoup plus intenses qui changent fondamentalement et qui vont être amenés à créer effectivement des traumas auditifs et créer des pathologies auditives liées au bruit intense. Et puis arrivent, avec le XXe siècle, tous les loisirs bruyants. Simplement, déjà, les véhicules qui nous déplacent, qui nous amènent dans la rue à nous exposer à des bruits de plus en plus intenses. Mais arrive surtout quelque chose de totalement nouveau, c'est le fait d'avoir d'abord ce qu'on appelait les baladeurs, et que l'on voit maintenant, pour tous ceux qui prennent régulièrement le métro avec des AirPods, être constamment soumis à des sons. Et arrive surtout le stade ultime, c'est que ces sons ne sont plus du tout naturels, ces sons sont des sons compressés, et le professeur Paul Avant sera amené probablement à dire ce que sont les conséquences de ces sons compressés sur la fatigue auditive, sur l'atteinte neuronale. Et on ne peut pas y échapper. Vous êtes devant un écran de télévision, vous êtes au cinéma, vous écoutez de la musique, vous êtes en visio, vous êtes soumis à des sons compressés. Je ne dis pas qu'il faut les supprimer, mais il faut se poser la question de cette nuisance et de la manière dont on doit absolument y répondre. Alors, je me réjouis de voir que dans cette séance, on va couvrir beaucoup de sujets qui passionnent la HAS, de la prévention. Qu'est-ce qu'on fait pour se protéger effectivement? La question de la presbyacousie, des surdité liée au bruit qu'abordera le professeur Christine Petit dans une approche extraordinairement moderne, qui n'est pas simplement de constater qu'il y a une perte sur les aigus, mais d'examiner les processus biologiques et de voir comment on peut y répondre biologiquement par la pharmacologie, voire dans certains cas par de la thérapie génique. Ce qui est une véritable révolution, je veux dire, conceptuelle de la presbyacousie aujourd'hui telle que c'est proposé. Et puis, nous aurons tout ce qui relève des nuisances sonores. Mais je voudrais juste m'arrêter sur un point, et là pour faire un appel aux professionnels de l'audition. L'HAS va dans quelques jours arrêter et rendre public son programme 2025 de travail sur les recommandations. Moi, je souhaiterais réellement, sur le sujet des personnes, des pertes auditives chez les personnes âgées, on va dire seniors, on va dire liées à l'âge là-dessus, c'est un sujet qui n'est pas un sujet polémique. Ce n'est pas un sujet à controverse, parce que nous sommes soumis à la HAS à des sujets à controverse. C'est le type même de sujet qui peut être élaboré par les professionnels avec la HAS en appui. C'est-à-dire une recommandation rédigée par les acteurs, en premier lieu le CNP d'ORL, avec les acteurs de l'audition, qui rédigera une recommandation en partenariat avec la HAS, qui aboutira à une recommandation de ces sociétés savantes, labellisées par la Haute Autorité de Santé, ce qui nous permettrait à tous de gagner beaucoup de temps. Et j'appelle pour que vous puissiez vous mettre d'accord sur une telle proposition qui, à mon sens, devrait être d'abord portée par le CNP d'ORL avec les autres acteurs. Cela étant, je ne parlerai pas plus longtemps. Je vous souhaite une bonne soirée qui, de toute évidence, s'annonce extrêmement enrichissante sur le plan de ce que nous allons apprendre. Merci à vous tous. Merci. Merci à vous. Merci à vous.
vous redonner le micro, je vais essayer de dire deux mots pour aussi parler dans la continuité de ce que vient de dire Lionel Collet. Nous avons réalisé cette année un sondage OpinionWay pour savoir ce qu'il en était justement du ressenti d'un chacun. Et figurez-vous, et ça a été une surprise, à 50%, les jeunes de moins de 35 ans considèrent qu'ils ont déjà des acouphènes aujourd'hui. 50%, c'est tout de même assez beaucoup. Hein, c'est beaucoup, beaucoup. Donc, cela, effectivement, a étonné beaucoup les journalistes, comme le fait, effectivement, qu'il y a plus de 35% des gens qui considèrent qu'ils ont des problèmes d'audition, là aussi, et pas uniquement des jeunes, mais des personnes, effectivement, adultes. Donc, tout cela, effectivement, crée un trouble, et le trouble est d'autant plus fort qu'il y a une demande à plus de 80% de personnes qui réclament que le gouvernement, précisément, et c'est pour ça que son et politique devient un enjeu intéressant, que le gouvernement s'intéresse justement à ces problèmes de nuisance sonore qui posent problème précisément et qui nous envahissent et qui nous entraînent en tout cas sur des problèmes, sur des dérives sanitaires. Voilà, c'est important de le dire parce que effectivement cette prise de conscience et le succès qu'on a pu avoir cette semaine auprès des médias relève également de ce sondage d'OpinionWay qui a surpris un peu tout le monde.